Alors, c'est un rôle de filiation, mais, et c'est là le génie de la théorie, c'est qu'il montre que c'est le petit qui s'attache. Parce que de la part de la mère, c'est quelque chose, on va dire... Et d'ailleurs, Bowlby ne va pas vouloir parler d'attachement pour la mère, il va parler de comportement de soins. Actuellement, on abandonne ça, c'est bien que les mères sont a priori attachées aux enfants aussi. Oui. Mais lui, il dit que c'est le petit qui s'attache. C'est-à-dire que c'est un comportement vital, le petit a besoin d'identifier quelqu'un, un individu, qui va être sa référence. Et en même temps, pour cet individu-là, évidemment, lui va être quelque chose de très particulier. Une sorte de réciprocité, mais qui n'est pas sentie ou éprouvée de la même façon. Et qui n'est pas symétrique. Et qui n'est pas symétrique, voilà, exactement. Alors c'est particulier, parce que ça sous-entend finalement que l'animal qui porte... mais en même temps, on a tendance à dire que c'est presque évident, parce que l'animal, finalement, contrairement à l'homme, est rapidement autonome. Bon, les éléphants non, puisque vous citez les éléphants, on y viendra après parce que c'est un cas spécial, les éléphants. Bon, j'adore les éléphants. Mais en dehors de cet état de fait, c'est vrai que l'animal, en règle générale, dès qu'il est né, il est capable de se tenir sur ses pattes quelques heures plus tard et quasiment d'avoir une autonomie dans les jours qui suivent, contrairement à l'humain qui a besoin d'être... Et c'est justement dans ces espèces-là, notamment dans les espèces comme les chevaux par exemple, hein, donc toutes les espèces qui sont ce qu'on appelle des nidifuges, c'est-à-dire où le petit n'a pas un nid pour rester. Il est obligé de suivre sa mère. Et donc bien évidemment, c'est là où on va démontrer que c'est lui qui doit s'attacher. D'accord ? Parce que ces animaux-là sont souvent des proies. Donc il arrive un prédateur, tout le monde s'enfuit, les mères, elles ne peuvent pas prendre les petits dans les bras. Donc il faut qu'il y ait un mécanisme qui fasse que le petit règle la distance et suive toujours un individu qui est très particulier, qui est sa mère, et c'est ce qui va lui permettre de se sauver. Alors comment on peut expliquer que sur certaines colonies d'animaux, par exemple des oiseaux, je pense aux manchots, ce sont quand même des animaux particuliers, puisque les petits restent seuls quelques temps quand même, et les mères les retrouvent immédiatement dans toute cette foule sur le bord on l'explique par un cri particulier. Je suis sûr que si on posait cette question au manchot, il dirait mais enfin vous reconnaissez vos enfants, quoi. C'est une évidence. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que pour eux c'est bien sûr, et alors ça fait une liaison entre les oiseaux et les mammifères qui est vraisemblablement une liaison ce qu'on appelle de convergence. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'ils ont en commun depuis le départ, c'est quelque chose qu'ils ont redéveloppé et de façon un peu différente. Puisque les oiseaux, on s'en amuse beaucoup parce que, par exemple, si on parle de modèles de couple, il y a très peu d'espèces chez les mammifères qui sont monogames, alors qu'il y a beaucoup d'espèces chez les oiseaux qui sont monogames. D'accord ? Donc, et ça parle aussi d'attachement, bien sûr. L'oiseau est un exemple, alors en matière de fidélité. Ça dépend, parce que les dernières études ont montré que ce n'était pas si vrai que ça. C'est-à-dire que les scientifiques qui ne sont jamais accordés d'idées ont finalement parlé de monogamie sociale et de monogamie génétique. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait qu'il y avait 95% des espèces d'oiseaux étaient fidèles, et puis maintenant qu'ils font des typages ADN, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y en a très peu qui sont fidèles. Mais que par contre, ils restent avec le même partenaire. Voilà. Donc on va se frotter à d'autres plumes et on rentre dans le nid. C'est étrange ça me rappelle des choses comme ça. S'il en passe un qui chante mieux, qui a un plus joli nid, tout ça, ça peut influencer la belle... On s'est aperçu que 25% des œufs ne sont pas du père putatif. Oui. C'est un drame. C'est un drame. C'est un drame dans la vie. Comme quoi ça existe exactement chez les Mais ça animaux. parle aussi du fait qu'en fait l'attachement à un moment est plus important que ça. C'est-à-dire qu'ils vont rester ensemble parce que ce qui est important, c'est le lien aussi quotidien. Donc ça veut dire que, initialement, quand vous dites l'attachement n'est pas un choix, on va dire parce que la naissance fait qu'on est rivé par un attachement presque vital, j'ai envie de dire, à la mère, mais ensuite il se crée de l'attachement d'un autre ordre. Alors on pourrait dire qu'il y a plusieurs sortes d'attachements dans le règne animal. Et en plus, ça c'est la grande surprise. C'est-à-dire on aurait pu penser que plus on allait complexifier, plus on allait rajouter de la cognition. C'est-à-dire qu'au départ, on peut dire l'animal c'est assez instinctif, comme vous dites, il y a une mère avec ses petits, elle s'en occupe, ça paraît évident, et le petit suit sa mère, ça paraît évident, puis se perd, et finalement ça ne dure pas très très longtemps. Alors on a pu penser que quand il allait venir de la pensée par-dessus, l'attachement allait perdre de l'importance. Je sais pas, on pourrait peut-être demander au public, mais j'ai pas l'impression que dans l'espèce qui est réputée, celle qui pense le plus, l'espèce humaine, j'ai pas l'impression que l'attachement ait perdu de l'importance. Au contraire, c'est-à-dire j'ai l'impression que quand on y a rajouté l'intelligence et la cognition, etc., ça l'a compliqué. C'est devenu peut-être une source de souffrance,
plus aussi, mais c'est devenu aussi une source d'équilibre extraordinaire. C'est pour ça qu'en philosophie, et oui, c'est pour ça qu'en philosophie, nous on part sur l'excès inverse. J'ai envie de dire, vous avez beaucoup de philosophes qui vous disent qu'il faut se mettre à distance des choses, justement s'en détacher, parce que nos affects font que nous sommes perturbés, les passions, tous ces éléments qui font que progressivement, on va chuter vers une sorte de passivité qui fait que, eh bien, l'affectif prend le pas sur la raison. Apparemment, l'animal n'en serait pas à ce degré-là, peut-être de compréhension de ses affects, parce que lui. D'ailleurs, la question elle est importante, on va la poser d'entrée. Parce que oui, la question qu'on se pose toujours, c'est le degré d'intelligence de l'animal. Parce que est-ce qu'on doit considérer une différence de degré entre l'homme et l'animal, ou est-ce qu'on doit considérer que ce sont deux espèces, bien sûr différentes, mais catégoriquement différentes, c'est-à-dire avec des modes de fonctionnement, avec une intelligence qui n'a rien à voir avec l'humain, hein, le chien de Pavlov, l'intelligence juste relié, ou est-ce qu'on est dans l'intelligence, c'est-à-dire capable d'inaugurer dans le stade de l'animal? C'est une question qui continue de se poser. Et oui. Et alors, ceux qui ont lu le livre savent que moi j'y apporte une réponse qui est la mienne, hein, qui est de considérer qu'on est dans quelque chose qui est une histoire de degré, pas une histoire de nature. C'est-à-dire qu'avec la chance, on a parlé de travailler avec Boris Cyrulnik, il y a Pierre Lemarquis qui est ici, qui m'a souvent entendu, on me lance des défis comme ça, alors parle-nous de l'empathie, parle-nous de l'humour, parle-nous de... Et à chaque fois, pour essayer de trouver un peu un propre de l'homme. J'aime beaucoup une phrase d'Élisabeth de Fontenay qui dit « Chercher le propre de l'homme revient le plus souvent à exclure une partie de l'humanité. » Exactement. C'est-à-dire que, bien sûr, par exemple, si on parle d'humour, on va trouver de l'humour chez les animaux. Donc l'humour, ça veut dire avoir une théorie de l'esprit, ça veut dire pouvoir penser que l'autre en face est capable de penser, pouvoir penser qu'on va provoquer, on va s'amuser en faisant quelque chose, parce qu'on a une idée de ce qu'on va provoquer. Hein. Donc les scènes de dauphins, par exemple, classique, puisqu'elle rentre dans des espèces avec un gros cerveau, des scènes de dauphins qui arrivent derrière des oiseaux aquatiques, qui sortent tout doucement de l'eau, qui leur piquent une plume et qui partent en frétillant, ceux qui les voient, ils n'ont aucun doute qu'ils sont en train de jouer. Et alors chez les singes, et notamment chez les singes, et de s'amuser, chez les singes qui ont accès à un langage, parfois un langage là, il y a un certain nombre de singes qui ont appris le langage des signes, d'accord, donc à qui on peut demander des choses comme ça. Il y a Coco qui est un gorille, qui avait bien montré comme ça qu'il avait l'idée, il avait l'anticipation du plaisir qu'il allait prendre à faire des blagues et à rire. Il y avait une rencontre qui avait été organisée entre Robin Williams et Coco. Et donc Coco signait donc il y a quelqu'un qui traduisait parce qu'il allait vite et que c'est pas facile. Et il disait, et à un moment il dit à Robin Williams, toi chatouiller moi. D'accord? Donc vous savez que la chatouille c'est quelque chose qui est très compliqué, la chatouille, parce qu'on ne peut pas se chatouiller soi-même. Parce qu'en fait, pour que la chatouille... oui. Ouais, non, il y a eu des tas d'études sur la chatouille. Pour que la chatouille soit amusante, il faut perdre le contrôle. Donc il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui ait le contrôle. Donc il dit, toi chatouillez-moi. Donc Robin Williams ne comprend pas. Et il change sa phrase, il lui dit, toi faire rire en moi. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, en termes... Vous voyez qu'en termes d'intelligence... Le langage, il a lié des... On se dit qu'à partir du moment où on a la conception de ce que pourrait faire l'autre pour influer sur notre humeur, on est sans doute, en tout cas dans des proto-intelligences, comme il a été dit, dans une intelligence différente. Est-ce qu'un singe est capable de transmettre le langage des signes à son petit? Oui, bien sûr. Maintenant, c'est prouvé. Ah oui, alors qu'il y a vraiment la possibilité... La chimpanzé que les Gardner avaient élevé a transmis à ses petits. À ses petits. Et est-ce qu'ils sont capables de... tellement vite que les humains sont plus capables de l'élever. Oui, d'accord. Ah ben c'est bien ça. Oui. Ça montre qu'à un moment donné, l'homme peut avoir aussi ses limites. Faire plus vite. Il y a un jeu sur ordinateur comme ça où il faut, où il apparaît les chiffres et il faut dire dans quel ordre ils étaient. Vous savez, les chimpanzés ont des capacités bien supérieures aux humains là-dedans. Ils ont une mémoire visuelle flash qui va beaucoup plus vite. Et ils peuvent inaugurer des mots. Une fois de plus, si vous voulez, nous on a les mots. Et en gros, on vit sous notre culture. Oui. Admettons, je dis dans le livre à un moment, ça m'amusait, un sort de cauchemar, j'ai pensé à ça, que les dauphins se mettent à parler et qu'ils nous jugent, ils nous trouveraient sans doute pas très malins. Quoi. Ah oui. Ils nous trouveraient pas très malins. Surtout certains. On n'a pas d'écolocation, donc on est incapable de reconnaître, juste en envoyant une onde et en ayant le retour, de reconnaître ce qui se passe. On n'est pas du tout capable de nager à leur vitesse. Imaginez que la Terre soit inondée demain, vous voyez qu'il faille nager, qu'on se retrouve chez les dauphins. Sauf dépourvus. Ils ne nous trouveraient pas malins du tout. Oui. Donc... ce qu'on oublie souvent, on a l'impression, même quand on a la vision d'évolution,
Alors, on a souvent une vision, vous savez, le schéma classique où on voit jusqu'à l'homme. Comme si l'homme était un aboutissement. Ce qu'on oublie toujours, c'est que les dauphins, les éléphants, les chimpanzés, tous les autres, ils évoluent depuis aussi longtemps que nous. Ils évoluent pas pareil, mais ils évoluent depuis aussi longtemps que nous. Et puis des espèces animales étaient peut-être là, même avant nous, sans vouloir rentrer dans l'histoire de l'homme qui descendrait du singe, mais tout simplement des reptiles. Ah oui. D'autres espèces étaient là, et rien ne garantit que lorsque nous ne serons plus là, des espèces animales ne seront pas là encore.